Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et qui dit nouvel épisode dit d'ailleurs le 10e, je crois, là, de la saison 2 là, qu'on amorce à l'instant. Et un épisode, là, encore une fois, qui va avoir nos deux segments classiques, là, au son de la cloche et dans vos poches. Vous allez voir d'ailleurs, là, on va faire, dans un cas, pour un des segments, un petit retour vers notre petite passion pour les scandales. Et dans le contexte de l'autre, va être un petit suivi sur un point qu'on a parlé la semaine passée d'ailleurs. Là, mais avant d'entamer tout ça, Gab, je te cède la parole pour le petit disclaimer officiel de l'épisode. Scandale, analyse d'entreprise, hein, aussi, parce que ça va être comme hybride, mais bon... tradition fait foi, on va dire, on va quand même parler du fameux disclaimer. N'oubliez pas, évidemment, tout ce qu'on parle dans le podcast, que ce soit dans le son de la cloche ou dans vos poches, les propos qu'on tient, ils n'engagent que nous, mais il s'agit en aucun cas, et bien évidemment, d'une recommandation officielle de placement ou quoi que ce soit. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert, comptable, fiscaliste, conseiller en placement, expert en assurance, quiconque, entre guillemets, est autorisé à vous émettre des recommandations et à vous faire, un profil qui est adapté, évidemment, à votre situation personnelle. Voilà. Excellent. Donc, amorçons ça en force avec Au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet de la semaine, donc Gab, tu as fait le point, effectivement, là, un mix scandale et effectivement une petite analyse d'entreprise dont on veut parler de Bayer-Monsanto. Bayer, une compagnie allemande, et Monsanto qui est américaine, qui a eu une fusion, là, je crois que si ma mémoire est bonne, c'était vers 2017. Là, ça fait 4 ans maintenant, ça fait quand même un petit bout, et c'est vrai que ça avait fait beaucoup parler. Évidemment. Lors de la transaction, mais surtout pour des événements notoires suivant la transaction. Donc, on va faire un petit point là-dessus. En fait, ce qui nous amène là, pour introduire, puis Gab, je vais peut-être te laisser un peu introduire là, les compagnies en présence et surtout peut-être un petit point de base là, sur ce qui s'est passé en grande partie, là, ce qui nous amène à en parler aujourd'hui. Mais en fait, c'est récemment, je crois que c'était la semaine passée, le Bayer publiait ses bons vieux résultats. On en avait parlé dans un autre épisode. Là, on a la fameuse earnings season là, qui est en cours. Et Bayer publiait des résultats avec des provisions qui étaient assez notoires pour couvrir certains dédommagements, frais juridiques pour une situation que Gab, je te laisse introduire, qui venait un peu avec un petit côté empoisonné de la fusion avec Monsanto. Bah oui, faut avouer que ces deux réputations-là, en 2017, quand il y a eu la fameuse fusion, on a parlé de, vraiment de la création d'un espèce d'empire du mal, un peu comme c'était... dans Star Wars avec l'avènement de l'Empire Galactique. Oui. C'est un peu ça en fait qui s'est passé. Bon, moi j'aurais pas une opinion aussi tranchée que ça, bien évidemment, hein, sur ces deux entreprises-là. On rappelle peut-être pour nos auditeurs aussi, pour le contexte, on va dire, plus général de ces entreprises-là. Bayer, c'est une compagnie allemande là, qui est basée dans la région de Leverkusen, donc dans la Ruhr, d'où le nom d'ailleurs du fameux club de foot Bayer-Leverkusen. Donc c'est une entreprise qui a plusieurs centaines d'années, là, qui est spécialisée effectivement évidemment dans la production de médicaments, aussi dans tout ce qui est biotechnologie. Puis il faut avouer qu'ils sont aussi par exemple dans l'industrie chimique, si je me souviens bien. Donc c'est quand même un espèce de conglomérat à l'allemande, hein. D'ailleurs, c'est l'un vraiment des grandes forces économiques de l'Allemagne, une des plus grandes entreprises allemandes, en tout cas encore en activité, et puis qui existait, au siècle dernier, puis au siècle d'avant aussi. Donc c'est une très vieille compagnie. De l'autre côté, Monsanto, c'est une entreprise plus récente, même s'il date quand même à mon souvenir, des années 50. Là. C'est une entreprise américaine qui, elle, est spécialisée en fait dans l'industrie chimique. Donc, ils produisent notamment, alors c'est là justement leur produit le plus connu, c'était l'agent orange, puis évidemment le fameux Roundup, ouais. Qui est le fameux herbicide que tout le monde connaît, et qui se vend, je sais même pas si ça se vend toujours, hein. Moi je pense oui. Avec tout l'aspect, là, comme je dis, les dédommagements, ça serait intéressant de voir effectivement, mais c'est sûr que ce genre de produit-là doit toujours être vendu, peut-être sous un autre branding ou un autre nom, ou du moins, mais ça ne change pas que les fertilisants. Mais c'est ça, c'est un désherbant, qui peut être utilisé par vous et moi, là, par exemple pour votre jardin, pour éliminer les mauvaises herbes, là, mais ça peut être utilisé aussi par des agriculeurs, c'est etc. ça, mais dans le marché de l'agriculture qui est, et ça on n'en parle pas assez souvent, mais est extrêmement profitable pour les compagnies justement de biochimie au niveau de tout ce qui est produits fertilisants, etc. Voilà, les fertilisants, les engrais chimiques, exactement, les engrais chimiques, etc. Ça demande énormément, c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on pense, et c'est énorme là. Monsanto aussi récemment s'est fait connaître aussi par les fameuses plantes OGM aussi,
C'est une compagnie qui a investi très tôt dans la technologie de la mutation génétique, en fait, justement pour des plantes. On a beaucoup parlé, je pense, je sais pas si nous en France, je dois t'avouer, JP, on parlait beaucoup du maïs OGM dans les années 90-2000 en France. Ouais, mais il y avait une tendance un peu, là, où on parlait beaucoup de ça, là, mais maintenant, je crois qu'on en parle moins d'ailleurs. Dans les nouvelles, on dit qu'on parle moins des. Ouais, c'est vrai qu'on en parle moins, et pourtant, c'est, comment dire, c'est une part majeure, entre guillemets, de l'industrie, comment dire, de la biotechnologie, là, encore une fois. Là. Exact. Donc, c'est ce qui était intéressant. Donc, effectivement, la fusion Bayer-Monsanto. Mais ce qui était particulier, et ça, je l'ai soulevé, là, les résultats de 2020 sont tombés là, pour Bayer. Et puis, en euros, là, c'était 10,55 milliards d'euros, je crois, de pertes nettes qu'ils ont fait au niveau de leur cycle d'un an complet en 2020. Est-ce qu'on a une comparaison, peut-être? Oui, l'année précédente, 4,09 milliards d'euros de profit net. Donc, il y avait un bénéfice net quand même assez intéressant. Ils ont maintenant, ils sont passés de 4 milliards d'euros à 10 milliards de pertes. Au niveau de leur résultat net. Donc, c'est quand même assez notoire. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on voulait en parler, c'est que ce résultat-là n'est pas dû au fait que Bayer a été grandement affecté par la pandémie de COVID-19. La grande raison, en fait, les opérations de Bayer, au-delà de ce qu'on va parler au niveau de l'agriculture et de Monsanto, ont été très stables, ont été très performantes. En tant que tel, Bayer n'a pas vraiment eu un contexte qui a été très problématique. C'est vraiment les provisions qu'ils ont dû mettre de côté pour couvrir quoi? Mais pour couvrir les dédommagements épouvantables qu'ils devaient donner au niveau des plaintes. Là, pour vous donner une idée, là, je crois qu'il y avait 90 000 plaintes aux États-Unis qui ont été faites liées aux effets nocifs pour la santé du Roundup, qui est assez, c'est encore une fois très évident. Là. Un herbicide qui était controversé encore une fois aux États-Unis, on l'a dit. Mais au total, là, si je ne me trompe pas, les charges, c'était 23,2 milliards d'euros également juste pour l'aspect juridique, la défense juridique de Monsanto-Bayer depuis les tout débuts de ce dossier-là. 23 milliards en plus, comme on l'a dit, là, de la provision totale. Je crois que c'était 10 milliards au total qu'ils ont dû mettre de côté pour couvrir les 90 000 plaintes. Et aussi, et ça c'est ce qui nous amène peut-être à nous répondre, pour les dédommagements futurs. Ce qui veut dire que le Roundup, vraisemblablement, est toujours effectivement vendu de manière constante aux États-Unis. Oui, puis c'est pour se dire qu'on quand même la controverse date d'il y a très longtemps, hein, parce que le Roundup, effectivement, t'as dit effectivement les effets sur la santé. C'est sûr qu'encore, Monsanto affirme le contraire, qu'encore ils sont encore méconnus, etc. Et que c'est difficile de cibler très précisément le fameux produit, en fait, dans des causes, par exemple, de cancer, etc. Parce que c'est souvent ça qui revient, entre guillemets. Mais c'est aussi des causes de pollution des nappes phréatiques, etc. Ça pose des problèmes aussi au niveau de la biodiversité, hein, qui est un enjeu, entre guillemets, du prochain centenaire. Là, véritablement, le fait de ne pas faire disparaître de nouvelles espèces animales ou végétales, etc., c'est un enjeu de plus en plus présent, même dans le discours politique. Hein, exactement. Puis c'est ce qui, encore une fois, on parle souvent, analyse de compagnie, scandale entre guillemets, mais ce qui est intéressant, et je crois que c'est un peu la défense que Monsanto-Bayer va avoir, là, à un certain niveau, est-ce que c'est justement un problème global? On parle des fertilisants là, ou des herbicides. C'est quelque chose qui existe depuis toujours et que plusieurs compagnies vont vendre. C'est pas seulement, on entend seulement parler de Monsanto et du Roundup. Moi, personnellement, je pourrais pas nommer aucun autre herbicide sur la planète qui se vend en termes industriels que Roundup. Donc, c'est un peu de dire, est-ce que c'est un petit peu, en anglais, je crois qu'on dit scapegoat, là, mais un peu la compagnie qui va être ciblée dans le but justement de mettre en place, on le dit souvent, mais des réglementations, des régularisations plus poussées dans différents pays. Est-ce qu'ils ont décidé d'en faire un peu le bouc émissaire là, justement de cette situation-là pour dire, grâce à ce cas-là qu'on va utiliser, on va prendre ce cas-là pour mettre des règles en place et ces règles-là vont entraîner encore une fois des impacts sur l'ensemble des compagnies. C'est un petit peu ça qui est intéressant à suivre encore une fois. Ce qui est pertinent et bien cool dans ce contexte-là, c'est que c'est des compagnies listées. Donc c'est toujours plaisant de voir l'impact sur l'actionnariat encore une fois parce que je veux dire, n'importe qui peut obtenir encore une fois des stocks de Bayer et encore une fois on n'est pas à l'abri qu'il y ait des modifications dans la compagnie. Mais c'est le contexte un peu curieux. D'ailleurs, ça, c'est un autre point intéressant. Là, et ça a été annoncé, je crois, dans la sortie des résultats, là, le fait que Bayer, dans le but d'essayer d'obtenir de la liquidité et, encore une fois, de régulariser un petit peu ses opérations au niveau de ce qu'ils appellent le département le Crop Science, justement, lié à l'agriculture,
Ils vont vendre là, un département quand même, une section qui est très profitable pour eux, qui nomme, si je ne me trompe pas l'unité, Environmental Science, quelque chose du genre. Parce qu'il y a un rapport avec c'est ça, avec qui est les dans, OGM. qui est dans leur gros secteur des crops, mais ils vont le vendre officiellement à une autre compagnie, je ne me trompe pas, dans le but d'obtenir de la liquidité pour permettre la survie, entre guillemets, des provisions et pour couvrir les provisions. Donc, ça vous montre un peu pas la détresse, parce que est-ce que Bayer va s'en sortir? Absolument, là, ça, c'est pas trop inquiétant. Mais en tant que tel, on voit des actions quand même assez importantes de dire, mais je vais prendre un secteur qui est tout à fait profitable, je vais le mettre en vente parce que j'ai besoin de liquidité pour couvrir les erreurs ou les problèmes juridiques. Ça montre un peu là, jusqu'où ça peut se rendre, et c'est ce qui est intéressant. Cette compagnie-là, oui, a fait des pertes, mais avec la capacité, les volumes et tout, est-ce qu'ils ont la capacité de rester rentables? Absolument. C'est pour ça que je crois pas que Bayer est à risque de survie, là, on s'entend. Ils ont beaucoup, comme tu as dit, là, c'est un conglomérat qui a plusieurs sources de revenus, une diversification de leurs activités qui est très importante. Oui, ben ça, Monsanto fait partie, entre guillemets, c'est une unité d'affaires d'un comme une axe autre. également. Hein. C'est ça, et puis je pense que dans ce genre de cas, ils avaient déjà réfléchi, je pense, en amont quand même, au risque, entre guillemets. Ouais, mais sur une fusion, c'est du long terme. C'est sûr qu'ils ont dû considérer, encore une fois, on parle souvent des gains qu'on peut faire dans un contexte de fusion-acquisition. C'est sûr que synergies. Exactement, les synergies, selon moi, à long terme, est-ce qu'il va y avoir beaucoup plus un aspect profitable à Monsanto au sein de Bayer plutôt que les premières années que c'est compliqué? Je crois que oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir, il semble vraiment vouloir tourner la page rapidement. Je peux tout à fait comprendre, mais ça fait, comme on a dit, peut-être 2 ans, au moins peut-être 3 ans, qu'il y a l'aspect juridique, qu'il y a les plaintes, qu'il y a les négociations, qu'il y a les frais, que tout s'accumule et qu'encore une fois, il y a de la très mauvaise publicité. Donc, de voir officiellement. Ouais, exactement. Donc, de voir que l'entente a été signée en 2020, que là, ils mettent en place leur structure dans leurs états financiers dans le but de commencer justement à assurer le paiement complet et les dédommagements et la couverture de tout frais autres. Au moins, ça montre effectivement que je veux dire, ça va être un peu la fin de ce scandale-là ou la fin de cette folie-là pour Bayer, ce qui, en termes réputationnels, est bon. Encore une fois, là, il y a le côté, l'envers du décor, là, toujours de dire est-ce que une compagnie qui est aussi stable et qui est capable en 2-3 ans de passer au-delà d'un scandale et de continuer ses opérations, c'est vraiment bien. Est-ce que le fait qu'il n'y a peut-être pas eu tant de réflexion sur les produits de Monsanto qui vont encore être aussi risqués peut-être pour la santé, entre guillemets, là, encore une fois, approuvés. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est cette compagnie-là va se relever, va payer ses dus envers les personnes qui étaient touchées et qu'ils ont les 90 000 plaintes qu'on parlait. Et puis, on continue les opérations jusqu'à une prochaine situation autre liée à des produits de Monsanto. Donc, c'est ce qui est un petit peu le débat, encore une fois. On dit souvent, là, il y a toujours 2 points de vue, puis on veut toujours en parler, là, mais il y a le côté de dire tant mieux. Là, cette compagnie-là, qui a plusieurs encore une fois, des compagnies un peu partout, des divisions un peu partout dans le monde, je sais qu'il y en a quelques-unes dans l'Hexagone, d'ailleurs, en France. C'est ce qui est intéressant, là, c'est de dire au moins c'est stable, les opérations continuent, c'est correct, mais c'est certain que le côté officiel et agréable des produits de sa division crop est un petit peu douteuse. Oui, et puis je pense que le prochain scandale, puis ça avait déjà beaucoup fait parler, je reviens, tu m'excuses JP, là, t'es sur le côté OGM, parce que c'est vrai que c'est ce qui avait fait beaucoup parler en Europe particulièrement, là, mais il est vrai que Monsanto t'autorisait en gros à planter leurs graines que pour une année spécifique, etc. C'était comme si tu avais une licence. Donc c'est vrai que c'est encore un système, on va dire, qui est encore très controversé. Donc je pense pas que c'est comment dire, c'est fini les embûches juridiques et les frais juridiques, parce que comme tu en parles, c'est plusieurs dizaines de milliards là. Oui. Je pense que Bayer Monsanto a probablement les meilleurs avocats au commercial de la planète là, probablement là. Les plus grands cabinets en tout cas. Je me doute bien qu'ils ont une défense juridique qui est qui coûte, en tout cas qui rapporte ce que ça coûte en fait fondamentalement là. Moi au-delà, et puis c'est-à-dire c'est assez drôle parce qu'on en a parlé en off, je sais pas si tu te souviens de JP là, mais je t'avais raconté là, j'ai regardé il y a quelques jours un truc qui ressemble beaucoup en fait justement à cette affaire Monsanto Bayer là. C'était dans le dernier Dirty Money là, qui est sorti là, sur Netflix. On en avait parlé rapidement là. Je vous recommande sa lecture. Ça parle de Formosa Plastics, qui est une autre, qui est apparemment le 4e producteur. Moi je connaissais pas du tout cette compagnie là. 4e producteur mondial de plastique dans le monde, et c'est une horreur là. La fabrication des granules de plastique là, de PVC en fait là, c'est une vraie horreur là quand tu vois les dommages environnementaux, et c'est sans aucune action du gouvernement américain là. La EPA est quand même finalement signé il y a quelques mois justement un accord de compensation là, dans la région de Houston là, parce que c'est à côté, c'est dans le Texas.
justement pour dépolluer, parce que il y avait des lacs remplis de boules de plastique de PVC partout, il y a des poissons qui mouraient, enfin, c'était vraiment l'horreur, là, et tu te dis, mon Dieu, c'est ça que nous réserve l'avenir. On parle beaucoup d'un avenir, comment dire, dans les années 70, on nous vantait le plastique comme le matériau miracle, mais tu te rends compte du désastre écologique de tout ça, et vraiment avec sans aucune impunité des rabais au niveau des taxes. Enfin, ils avaient des deals avec les autorités locales pour avoir un nouveau port, pour pas payer de taxes foncières, etc. Pour avoir le soutien de l'agence de Texan de protection de l'environnement, qui finalement donnait des amendes de $40,000. C'était vraiment ridicule par rapport aux dommages finaux, puis au combat d'activistes locaux là, qui ont passé des années justement à dénoncer cette compagnie qui reste très controversée encore. Ouais, mais c'est embêtant. Puis je pense qu'on en parlait un peu. Puis c'est le lien justement, comme tu dis, entre ce genre d'industrie-là dans le plastique et également tout ce qui est lié à l'agriculture. C'est les Américains ont quand même une capacité pertinente d'opérer dans ce genre d'industrie-là, mais leurs compétiteurs directs sont souvent chinois. Et c'est là où on peut Taïwanais dans notre cas, là, avec Formosa. Mais c'est là où on peut remettre un peu en question la logique de dire est-ce que la réglementation américaine dans des industries qu'ils ont besoin dans le but de s'imposer comme puissance mondiale, commerciale et économique va être aussi stricte que dans d'autres industries qui sont peut-être moins touchées par cette guerre commerciale-là entre la Chine ou Taïwan ou du moins les grandes puissances asiatiques et les États-Unis. C'est ce qui est un peu à se douter, parce que c'est la même logique pour Monsanto. Monsanto, ça a beaucoup pris pour qu'il y ait qu'il y ait une mise en accusation ou qu'il y ait une enquête réelle, même affaire pour le contexte que tu parlais. Il y a du lobbying, ça c'est très... Exactement, donc c'est ce qui est intéressant de dire, ça reste quand même très... la libre entreprise aux États-Unis, la réglementation va être forte dans certains secteurs et va l'être un peu moins dans d'autres secteurs, et on peut dire, est-ce que ça va être un petit peu plus faible dans des endroits ou dans des industries qui sont critiques pour le PIB américain, par exemple. Il y a certaines relations qu'on peut se faire. Il n'y a rien sur papier, il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien d'officiel, mais il y a certaines actions, tu l'as dit, du lobbying, etc., qui est assez évident que ce qui a un impact clé pour la capacité des États-Unis à être une puissance dominante est quand même assez ciblé par rapport à d'autres industries qui sont beaucoup plus réglementées, mais également peut-être moins clé ou moins cible pour les États-Unis. Donc c'est quand même intéressant à suivre. On vous invite effectivement là, à regarder un petit peu là, le contexte de Bayer, le Monsanto. Encore une fois, d'ailleurs, on l'a mentionné, là, informez-vous également sur la fameuse earnings season. Là. Nous, on est des gros fans là, de voir les résultats, surtout que c'est des résultats sur une année ou des trimestres, entre autres, qui étaient pandémiques. Donc, très intéressant de voir comment est-ce que ces compagnies-là ont évolué depuis mars. Donc, aux États-Unis, ça commence maintenant, comme on vous l'a dit. Là, on fait toujours l'avocat du diable sur bien des sujets, là, mais on suit beaucoup ce qui se passe aux États-Unis. On apprécie beaucoup les bourses américaines parce que c'est encore une fois, on dit souvent celles qui drive l'ensemble l'économie mondiale. Exactement. Hein? Donc, regardez beaucoup ça là, dans les prochaines semaines. À chaque jour, il y a énormément de compagnies très intéressantes. Donc, allez lire les états financiers. On vous dit toujours, informez-vous. On va peut-être pas lire au complet les états financiers. Non, effectivement. Surtout qu'il y a peut-être une soixantaine de compagnies par jour. Là, donc, peut-être pas, mais... des centaines de pages par compagnie. Effectivement. Là. Mais regardez quand même du moins les tendances ou au moins les rapports d'analystes. Des petits sommaires d'analystes rapides, ça peut toujours être intéressant. Également, ou du moins, les mouvements boursiers. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, Dans vos poches. Parfait. Donc, pour ce deuxième segment, là, un sujet, encore une fois, si je ne me trompe pas, Gab, tu avais soulevé le point là, dans le dernier épisode qu'on a fait la semaine passée et on s'était rappelé à la fin, là, quand on avait fini l'enregistrement, de dire que ça serait intéressant qu'on en parle davantage. Donc, on vous le fait cette fois-ci. Là, on vous parle encore une fois d'une manière possible pour vous d'investir vos fonds par vous-même. Encore une fois, je le fais juste avant et c'est un petit suivi de disclaimer. Là. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est pas tout le monde qui a l'intérêt et le temps pour faire ça. Donc, encore une fois, prenez-le à titre informatif. Ça ne s'applique pas, encore une fois, à des stratégies pour tout le monde. C'est effectivement la logique des fameux rates. Qui sont un type d'investissement, encore une fois, qui est un peu méconnu, mais qui, pour la diversification des portefeuilles, qui sont un sujet qu'on avait abordé là, au tout début, si je ne me trompe pas, de l'existence du podcast, est très, 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 très intéressant. C'est un concept clé. Absolument, mais on sort concrètement des catégories d'actifs classiques et conventionnels d'une certaine manière, et c'est également une manière d'investir dans un secteur si on peut dire, qui ne serait pas vraiment accessible à ce degré-là, autre que si vous décidiez d'acheter vous-même une propriété avec votre hypothèque, ce qui est assez ciblé et le rendement également n'est pas très très diversifié là-dessus. Donc Gab, je vais te laisser effectivement peut-être introduire le concept là, de REITs pour nos auditeurs. Oui, alors un REITs, effectivement, c'est
C'est une manière relativement nouvelle, je dis bien relativement parce que bon, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que ça existe, même si ça commence à être de plus en plus en vogue, pour investir en fait en immobilier. Alors tu l'as bien dit, JP, la plupart des gens, quand vous voulez investir, c'est pas compliqué, vous prenez votre argent, vous faites un emprunt, effectivement vous allez voir la banque pour faire un emprunt, et vous achetez une bâtisse. Donc de préférence, plus une bâtisse à revenu, là, si vous êtes un investisseur évidemment beaucoup plus aguerri. Oui. Et le but, c'est ça, c'est de maximiser vos revenus moins vos dépenses, et d'augmenter la valeur marchande de votre bâtisse. C'est ça. Donc ça, je vous dirais, le risque principal de faire cette stratégie-là, c'est qu'effectivement, première étape, c'est que c'est plus difficile. Il faut que la banque vous accepte. Il faut que, vous puissiez trouver du notaire. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Revendre, acheter une bâtisse, c'est énergivore. Exactement. Et c'est très également limité à votre capacité, surtout d'emprunt, mais à votre capacité financière. Là. Vous n'avez pas, encore une fois, tout le monde aimerait savoir 1000 duplex locatifs, mais c'est pas possible malheureusement pour tout le monde. Voilà. Et même pour très peu de monde. Et exactement. Et alors, ça c'est le problème majeur en fait de l'immobilier, c'est que c'est illiquide par définition. Et il y a la nouvelle manière, c'est d'acheter ce qu'on appelle des REITs. Alors, il existe deux types principaux de REIT, et moi je vais me concentrer aujourd'hui plus sur la première portion, ce qu'on appelle un REIT traditionnel, donc un equity REIT, c'est-à-dire que vous investissez dans la valeur d'une bâtisse, et ce qu'on appelle des mortgage REITs. Alors là, les mortgage REITs, ce sont en gros, c'est que vous investissez, vous prêtez de l'argent à d'autres personnes pour acheter, en fait. C'est un peu on va se concentrer plus sur la première chose, parce que ça va plus nous intéresser d'un point de vue général. C'est plus facile à le comprendre, c'est plus ressemblant à ce que vous, investisseurs, seriez prêt à mettre. Ouais. Dans un REIT, c'est comme une action, en fait. Fondamentalement, vous l'achetez à travers un compte de courtage, etc. Donc, c'est une entreprise, en fait, qui, elle, va acheter des bâtisses locatives et va essayer de maximiser, va faire comme vous. Donc, en fait, vous allez déléguer votre argent à cette société et elle va s'occuper pour vous, en fait, d'aller générer du rendement. Exactement. Et un peu dans le même sens, là, pour faire un comparable des fonds mutuels, dans le sens où c'est vraiment, en anglais, ils vont dire un pool, mais c'est comme une agglomération de plusieurs fonds, là, un bassin de capital de plusieurs investisseurs, encore une fois, dans les marchés. C'est ça, exactement. Et l'idée, souvent, dans un REIT, c'est d'éviter, en gros, c'est ça, de s'embêter à gérer votre parc immobilier, à aller gérer des locataires, etc. L'avantage principal, c'est que vous faites affaire avec des gens quand vous mettez de l'argent dans un REIT. Encore une fois, c'est des gens dont le métier est spécialisé de gérer de l'immobilier. C'est leur passion, c'est ce qu'ils aiment faire. Donc ils savent comment gérer avec des locataires, ils connaissent tous les règlements légaux au niveau de l'éviction, si jamais il y a un impayé. C'est des gens qui savent retaper par exemple des bâtisses qui sont en mauvais état. C'est des gens qui savent évidemment dealer par exemple avec les notaires, aller gérer des ventes, etc., aller re-signer des contrats. Exact. C'est des personnes, encore une fois, comme tu l'as dit, ou des compagnies qui ont une expertise quand même assez importante. Et aussi, ça c'est un des points qu'on allait probablement parler, c'est que c'est pas nécessairement seulement dans le domaine résidentiel. Tout à fait. C'est ce qui est intéressant, c'est le fait que si, par exemple, vous avez un intérêt à vous exposer davantage dans du commercial, par exemple, mais ça peut être intéressant, effectivement, parce que par exemple, des édifices à bureau peuvent être également une forme d'expertise rate qui va être développée. Ils vont faire un fonds uniquement là-dessus. Et donc, ça vous sort, encore une fois, de ce que vous connaissez, encore une fois, très loin de la petite maison, de votre petit condo, de votre petit duplex locatif. Vous pourriez, plutôt que de dire, je suis dans un fonds qui investit dans une centaine de bâtisses locatives résidentielles. Non, maintenant, je suis dans du commercial. Ça change complètement la structure, si on peut dire, la sécurité de ce placement-là, on parlait de diversification, mais le fait d'investir dans des REITs qui touchent du résidentiel et du commercial vont vous amener une certaine diversification dans cette catégorie d'investissement-là qui est déjà diversifiée d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Puis la force, effectivement, c'est que comme vous n'êtes plus que vous avec votre argent, vous avez la force, entre guillemets, d'investir avec plusieurs investisseurs. Vous êtes plus tout seul, vous êtes avec aussi de grands actionnaires, etc., et tout le monde fait en gros met la main à la pâte pour investir dans ce REIT-là. Donc c'est vraiment ça la force. Il y a même des REITs, pour te dire, ça va très très loin. Aux États-Unis, par exemple, les champions de l'économie dérégularisée, là on va pas l'appeler comme ça. Il y a des REITs qui sont spécialisés par exemple dans le healthcare, donc par exemple des hôpitaux qui appartiennent entre guillemets à ce REIT et il est loué à par exemple la fondation de l'hôpital par exemple. Il y a des REITs qui sont spécialisés par exemple dans des usines, il y a des REITs qui sont spécialisés dans, là tu l'as dit, donc, par exemple dans des entrepôts également. Des entrepôts, tout à fait, de ce qu'on appelle des mini warehouses, donc tu sais, les
les fameux U-Haul ou Ouais. les espèces de garages où vous pouvez mettre des petits, comme un deuxième Forme de espace de rangement, rangement, c'est ça, exactement, j'avais à pas le l'extérieur de terme. votre propriété principale. Également, un secteur qui est un peu touché par la pandémie, mais l'hôtellerie également Tout fait à fait. beaucoup partie. Là, on ne réalise pas à quel point ce n'est pas nécessairement la bannière qui est propriétaire de leur bâtisse, mais bien en fait les Lise. locataires, exactement. Exact. C'est ça. Donc Mais ça, c'est- c'est Et c'est ça qui est fun, c'est que chacun de ces, comment dire, ces REITs, ils ont leur spécialité. C'est sûr qu'ils ont des structures de rendement et de risque qui sont différents. Ce qui est bien, c'est par exemple évidemment, par exemple, des bâtisses résidentielles, c'est ça qui est fun, c'est que ça va vous permettre de vous protéger contre l'inflation, parce que les loyers augmentent avec l'inflation, donc ça peut être une façon intéressante d'investir dedans. Il y en a des REITs qui sont beaucoup plus liés au cycle économique. Le bon exemple que tu as cité il y a quelques instants, JP, les hôtels, souvent c'est lié évidemment à la croissance, évidemment, de la richesse, entre guillemets. Exactement. Et puis, tu sais, il y a un exemple d'ailleurs qu'on avait mis dans nos notes préalables, mais un bon exemple était de dire si quelqu'un veut commencer à investir dans les REITs, comment est-ce qu'on peut analyser ça? Parce que c'est sûr que c'est un peu compliqué à première vue, mais de déterminer en fonction, par exemple, des secteurs économiques qui sont en croissance. Tu as donné l'exemple de tout ce qui était le secteur médical. Aux États-Unis, présentement, et post-pandémie, on sait que des investissements majeurs devraient être faits pour aller combler, si on peut dire, l'espèce de gap qu'il y a au niveau à la fois des soins de santé réguliers, mais également de tout ce qui est les hébergements de longue durée, etc. Et ce qu'ils disent, c'est en sachant qu'il y a un besoin et qu'il va y avoir beaucoup d'investissements dans ce genre d'immeubles-là à l'avenir, ça vaut peut-être la peine à ce moment-là de dire, ce que je vais faire, je vais investir moi un peu de mon capital dans des REITs qui vont être justement dans la construction ou dans une expertise médicale. Parce qu'encore une fois, on sait que les États-Unis et le gouvernement américain va beaucoup encourager, il va même faire des subventions, ça c'est un autre point favorable, mais dans ce secteur-là vont être majeurs. Donc c'est un petit peu la réflexion de se faire. Là. C'est facile de se dire je vais investir là-dedans, là, c'est tout préparé d'emblée, mais comme tu as dit, il y a tellement de secteurs différents et c'est très rare qu'un seul et même REIT va inclure plusieurs catégories. Encore une fois, des fois, ils vont dire que, par exemple, tout ce qui va être des offices là, ou des bureaux classiques avec des warehouses peuvent être mis ensemble dans le même REIT parce qu'il y a une certaine liaison qui existe, mais il ne va pas avoir l'ensemble des grands domaines qui vont être mis dans un seul et même fonds. C'est souvent très, comme tu l'as dit, par expertise très ciblé. Donc, il faut savoir dans quoi on investit avant de déterminer lequel on va mettre nos sous à l'intérieur, parce qu'ils sont en général très précis, l'un par rapport à l'autre. Oui, puis un autre point où vous pouvez, par contre, une autre source, entre guillemets, encore une fois, de diversification, si vous n'y connaissez rien, vraiment rien, il existe des ETF spécialisés, effectivement, dans du REITs. La plupart du temps, les index, donc c'est plutôt des index de REITs résidentiels, parce que c'est ça qui est le plus populaire. Les autres, effectivement, ça commence à être... par exemple, les hôtels, c'est sûr que c'est beaucoup plus spécialisé. Disons qu'il faut avoir une connaissance beaucoup plus approfondie aussi du milieu de l'hôtellerie là, pour comprendre comment ça fonctionne. L'optimisation de la gestion des chambres, etc. C'est un autre business par rapport à louer un appartement ou louer une maison, etc. Exact. Alors c'est vrai que ça peut être un bon exemple. Ce qui est intéressant, puis là je pense que tu l'as pas mal résumé, JP, au niveau des avantages d'un REIT, plus généralement, c'est vrai que contrairement à ce qu'on a dit avec acheter et vendre effectivement, comment dire, t'es une bâtisse par toi-même, là l'avantage c'est que c'est très simple, t'as juste à revendre l'action, ça prend quelques minutes, souvent c'est très liquide, il y a un marché, il y a des milliers de transactions qui se font tous les jours sur les marchés publics. La plupart des places boursières offrent des REITs, donc c'est public, c'est légiféré, effectivement c'est structuré, c'est des marchés structurés très fiables. Ce qui est très cool aussi, c'est que si vous êtes curieux, puis vous vous souvenez de notre bon ami Jean-Baptiste là, qui est venu plusieurs fois dans le podcast, lui il s'amusait, il était, disons que dans sa carrière, il a pas mal regardé des REITs, etc. Puis il connaissait, il savait exactement à quelle bâtisse il possédait tel ou tel REITs. Alors tu sais, c'est ça qui est intéressant. Donc tu vois par exemple ton centre commercial qui est juste à côté là, c'est souvent plus des galeries commerciales. Est possédé par tel REITs, etc. Alors c'est ça qui est fun c'est que c'est très transparent, donc vous pouvez en tant qu'actionnaire te dire, ça se trouve je connais cette galerie commerciale. Là, exactement, parce que là, encore une fois, l'actif qui est lié à tout ça est effectivement quelque chose de physique, d'où l'ensemble de l'avantage lié à ce genre d'investissement-là. Le point négatif, et ça on l'avait mis dans les notes effectivement, là, au-delà de, comme on le dit, il y a plusieurs points positifs, mais il y a quand même la considération c'est pas le genre d'investissement qui vont être axés sur la croissance. C'est beaucoup sur des formes de revenus parce que, et ça je crois qu'il y a une règle, Gab, tu pourras en parler davantage,
mais il y a un pourcentage des revenus, si on peut dire, qui doivent être versés directement vers l'actionnariat, vers les détenteurs de parts. Alors que je crois que c'est 90% doit être retourné vers les détenteurs, alors que seulement 10% peut être réinvesti dans l'achat de nouvelles propriétés. Donc une fois qu'un REIT est en place, avec un portefeuille déjà existant de propriétés, ça peut être intéressant, 90% des revenus et tout, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce REIT-là développe davantage? Ça va être compliqué parce qu'encore une fois, sous ses revenus, sous ses opérations annuelles, mais seulement 10% pourrait être réinvesti dans l'achat de nouvelles bâtisses. Ouais. Donc c'est là où un REIT, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est peu évolutif. L'analyse, tu l'as dit, des propriétés et du portefeuille de propriétés qui est détenu est très important avant d'investir parce que souvent, les changements qui vont avoir lieu à l'intérieur même de ce portefeuille-là vont être plus faibles, encore une fois, parce que très basé sur les revenus, la croissance de ce portefeuille-là n'est pas le point principal. Donc ça, c'est peut-être le plus grand défaut, encore une fois. Comme tu l'as dit, par contre, et c'est ce qu'on a soulevé également au tout début, la diversification fait en sorte que c'est un placement qui est davantage axé sur la valeur, ce qui n'est pas mauvais, encore une fois, parce que ça fait partie d'avoir un portefeuille bien équilibré, d'avoir des solutions qui rapportent des revenus. Mais encore une fois, il ne faut pas s'attendre et dire je vais investir là-dedans, au même titre que j'investirais dans un ETF sur les techs américaines. Ça ne sera pas le même genre de retour que vous allez obtenir, et loin de là. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois sur les taux. Et c'est comme ça, je pense que l'idée était venue, c'est que les taux de dividendes, effectivement, des REITs frôlent les 9%. Là. Souvent, soyez pas surpris si vous voyez un dividende de 9% sur un REIT. L'idée, c'est qu'encore une fois, les REITs sont nés en fait d'un traitement fiscal en fait aux États-Unis qui est un peu plus avantageux. C'est que pour être un REIT, en fait, c'est ça, il faut distribuer la plus grande majeure de ses revenus et ça ne permet aux REITs de ne pas payer d'impôts. Et c'est cet avantage-là qui a créé en fait cette structure d'investissement. Par contre, évidemment, les dividendes, eux, ils sont imposables pour le détenteur. Donc c'est vrai que c'est ça qui a créé en gros cette espèce de shell, parce que c'est une espèce de compagnie pas écran, mais dont son but est quand même de gérer, entre guillemets, évidemment, l'actif des investisseurs. Là. Et c'est vrai que ça, c'est le gros point X, c'est qu'effectivement, le potentiel de croissance est beaucoup plus limité. C'est rare des REITs qui, se mettent à racheter, continuellement à réinvestir des cash flows en fait, pour racheter de nouvelles propriétés. Elles vont plutôt émettre de nouvelles actions si elles ont un nouveau projet important ou qu'elles souhaitent lever du nouveau capital. Et ça peut être un risque, entre guillemets, pour l'investisseur. La bonne nouvelle, et c'est là où ça devient intéressant par contre, c'est que les dividendes, libre à vous de les réinvestir. Absolument. Si vous voulez les réinvestir dans le REITs, par exemple, ça peut être une excellente idée. Ça vous permet Exactement, d'où le point positif, encore une fois, du fait que c'est quelque chose de listé, public et hyper facile à transiger, hyper liquide. Comme tu l'as dit, le réinvestissement est possible, ce qui n'est pas, encore une fois, on fait le comparable, mais ce qui n'est pas possible quand vous le faites par vous-même avec votre petit condo tranquille. Vous ne pouvez pas nécessairement aller rajouter beaucoup de capital là-dessus. Autre avantage que je pourrais donner, c'est sûr que, et puis parce que je vois que le temps file, autre avantage, c'est que c'est accessible évidemment à des comptes avec, par exemple, comme le PEA en France ou le CELI, par exemple, au Québec. Exemption d'impôt. C'est ça, des avantages. Ça peut être traité comme une action. Comme c'est une action, fondamentalement, ça peut avoir un avantage fiscal, tout dépendamment dans le pays où vous êtes. C'est vous pouvez prendre du levier, parce que ça, c'est vrai que les REITs, souvent, payent leurs propriétés en cash. Donc, si vous voulez avoir du levier comme si vous aviez une hypothèque, libre à vous de prendre le REIT sur un compte de marge, par exemple. À prendre avec... À vos risques et périls à vos risques et périls, évidemment, mais ça peut être une stratégie aussi, pas une parmi tant d'autres. Et c'est là où je dis, justement, ce qui est intéressant, les frais de gestion aussi, j'oubliais, les frais de gestion sont très faibles par rapport à un fonds mutuel, par exemple, immobilier. Oui, par rapport à un fonds mutuel, par rapport à d'autres types d'investissements, c'est vrai que les frais de management peuvent être quand même élevés, dépendamment du genre d'année opérationnelle que ça a eu. Encore une fois, si le portefeuille est très stable et que c'est juste de la gestion de liquidité de la part de la compagnie, là, du REIT, ok, parfait, effectivement, ça sera pas super coûteux, mais s'il y a des grosses transactions immobilières parce que ce REIT-là a réussi à avoir des fonds accumulés, ils achètent une nouvelle bâtisse, c'est vrai que les frais peuvent être quand même... Il y a une certaine fluctuation parfois, je crois, au niveau des frais de gestion liés au REIT. C'est pas tout le temps stable, dépendamment du genre d'opération qu'ils doivent faire dans leur année. Oui, c'est ça. Mais par rapport, je vous dirais, par rapport à vous gérer vous-même, ou gérer à vous-même, c'est hyper intéressant. Donc, et c'est là où je trouve que ce qui est passionnant avec les REIT, c'est que ça combine quasiment tous les avantages, en fait, de la gestion, entre guillemets, passive, mais aussi, de la sélectivité. C'est-à-dire que vous pouvez... s'il y a un REIT qui vous plaît plus ou des propriétés, vous libre comme tel projet, etc.,
Et c'est ça qui est super fun. Exactement. Alors, Très diversifiable également, encore une fois, par secteur. Aux États-Unis, c'est dépendamment de l'État, même dépendamment du pays, d'une certaine manière. Ça peut être assez large comme éventail, effectivement, au-delà de juste l'industrie, comme on a parlé. Donc, effectivement, ça peut-être à voir. On va essayer de continuer. On le mentionne souvent pour notre ami Thomas également, là, qui est un grand fan d'ingénierie financière. Mais on aime ça, justement, parler peut-être de solutions qui sont un petit peu moins conventionnelles ou un peu moins là, le fameux fondement du fixed income et des equities. Donc, c'est ce qui est intéressant. On va pouvoir continuer à en faire d'autres. Là. On veut effectivement faire un petit segment sur les crypto-monnaies dans les prochaines semaines. Donc, on va essayer de nous entourer là, de quelques experts, entre guillemets, mais de quelques amis et bons collègues. Mieux que nous. Exactement, et qui ont vécu un peu cette tendance-là. Mais il y a quelque chose qui se passe présentement, donc c'est intéressant de vous informer. Donc, suivez bien le podcast. Mais sur ça, je crois que ça va mettre un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je vais te laisser, Gab, effectivement, faire la petite mention de la fin là, pour nous laisser vers la semaine prochaine. N'oubliez pas, évidemment, si le contenu vous a plu, à le partager, s'il vous plaît. Et ça, je le demande à nos auditeurs, de le partager sur leur mur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Ce serait super apprécié. De ne pas oublier pour le petit pouce bleu. On l'a vu, il y a vraiment une corrélation vraiment significative. Et là, c'est pas un jeu de mots financier, il y a une corrélation véritable entre les pouces bleus vers le haut et le nombre de vues qu'on fait évidemment sur notre contenu. Donc ça nous permet de toucher évidemment plus de personnes et à vous abonner évidemment sur les différentes plateformes, que ce soit des plateformes audio, de préférence YouTube, ce serait parfait. Et en tout cas, moi je vous souhaite une bonne semaine et on vous remercie encore pour votre écoute. Bonne semaine. Salut.